Ah oui, le grand débat. Est-ce qu'on apprend mieux avec des amis ou seul dans sa chambre à parler à un mur? Chaque apprenant de français finit par poser cette question. Si tu étudies seul, tu es le roi. Personne ne te juge. Tu peux répéter « bonjour » 100 fois comme un perroquet malade et personne n'appelle l'hôpital. Mais tu es aussi seul, avec tes doutes et ton café trop fort. Si tu choisis le groupe, félicitations. Tu gagnes des partenaires, de l'énergie, peut-être même un peu de pression sociale. Mais tu gagnes aussi les retards, les bavardages inutiles et les copains qui jurent qu'ils vont réviser. Mais en fait, non. Alors, lequel est meilleur? Mauvaise nouvelle. Aucun. La vraie question, c'est quel type de souffrance tu préfères. Le silence pesant de ta chambre, ou les distractions d'un groupe qui finit toujours par parler de pizza. Voilà le dilemme éternel. Étudier en solo comme un moine moderne ou en groupe comme un cirque bruyant. Il existe 2 grands chemins pour apprendre le français. Le premier s'appelle solo. Le second s'appelle groupe ou échange. 2 mondes différents, 2 styles de survie. Solo, c'est toi, ton livre, ton application et ton écran. Pas besoin de sourire. Pas besoin de dire bonjour à qui que ce soit. Tu décides du programme. Tu décides de l'heure. Tu peux étudier à 3 heures du matin, en pyjama moche, et personne ne te juge. C'est la liberté totale. Mais c'est aussi toi qui portes tout le poids. Personne ne viendra frapper à ta porte pour te dire « Hé, révise ton vocabulaire ». Dans le mode solo, tes armes sont simples. Applications brillantes avec des couleurs vives, vidéos YouTube qui promettent un accent parfait et vieux manuels qui sentent la poussière. Tu avances comme un soldat solitaire. Tu tombes, tu te relèves. Personne ne t'applaudit. Personne ne corrige tes erreurs. C'est le royaume de l'indépendance, mais aussi de la solitude. De l'autre côté, il y a le groupe. Là, tu n'es plus seul. Tu as un partenaire, un ami, ou peut-être une bande d'étrangers, dans une salle trop bruyante. Ensemble, vous essayez de parler. Parfois, ça ressemble à une vraie conversation. Parfois, c'est juste du charabia collectif. Le groupe a un avantage évident. Tu entends une vraie voix humaine. Pas seulement ta propre voix qui résonne comme un écho dans ta tête. Tu peux poser des questions. Tu peux recevoir des réponses. Tu découvres que « oui » se dit vite et que « salut » n'a pas toujours l'air poli. Tu découvres les gestes, les mimiques et les soupirs typiquement français. Bref, un peu de vie réelle. Mais soyons honnêtes, un groupe, ce n'est pas toujours une bénédiction. Quelqu'un est toujours en retard. Quelqu'un oublie son cahier. Quelqu'un parle de son week-end au lieu de conjuguer « avoir ». Ton précieux temps d'étude peut disparaître dans les blagues nulles et les pauses café interminables. Donc voilà, solo signifie contrôle total, mais isolement garanti. Groupe signifie énergie et pratique vivante, mais aussi chaos et perte de temps. Aucun mode n'est parfait. Les 2 sont des choix un peu absurdes. Mais bon, c'est ça. Apprendre une langue. Choisir ton style de galère. L'un des grands cadeaux de l'étude en solo, c'est la flexibilité. Tu fais ce que tu veux,
quand tu veux. Pas besoin d'attendre un partenaire. Pas besoin d'écrire un message. Tu es dispo? Tu es ton propre patron, pour le meilleur et surtout pour le pire. Tu veux réviser 5 minutes au lit, encore à moitié endormi? C'est possible. Tu veux répéter l'alphabet en chantant sous la douche? C'est ridicule, mais personne n'est là pour juger. Tu veux passer 3 heures à lire la même page de grammaire? Libre à toi. Ton emploi du temps est une terre sans loi. Cette flexibilité est géniale, mais elle a un petit côté dangereux. Parce que oui, quand personne ne t'attend, tu peux aussi ne rien faire. L'excuse classique, je vais commencer demain. Mais demain arrive, et surprise, tu as encore trouvé mieux à faire. Internet, séries, chips. C'est facile de transformer flexibilité en flemme totale. Malgré tout, cette liberté reste un avantage énorme. Tu n'as pas à coordonner ton temps avec des gens qui arrivent toujours en retard. Pas besoin de prendre le bus pour rejoindre une salle pleine de bavards. Tu gagnes du temps. Tu gagnes de l'énergie. Tu gagnes aussi le droit d'étudier à 3 heures du matin, avec des cernes jusqu'au sol, pendant que le reste du monde dort. Avec la flexibilité, tu peux adapter ton apprentissage à ta vie. Tu as 10 minutes? Tu révises 10 minutes. Tu as 1 heure? Tu bosses 1 heure. Pas de panique, pas de rendez-vous, pas de stress. Tu fais à ton rythme, sans avoir à demander la permission. En groupe, cette liberté disparaît. Il faut attendre les autres, respecter un horaire, parfois même sourire quand tu n'as aucune envie. En solo, tu n'as pas ce problème. Tu peux étudier le subjonctif en pyjama rose avec des trous et personne n'en saura rien. Bref, la flexibilité est le grand trésor de l'étude solitaire. Mais comme tout trésor, elle peut se transformer en piège. Trop de liberté et tu deviens esclave de ta paresse. Pas assez et tu perds la motivation. Mais au moins, en solo, c'est toi qui choisis la façon dont tu t'ennuies. Alors, après tout ce discours sur la liberté du solo, il faut être honnête. La liberté totale est aussi la liberté de ne rien faire. Tu deviens champion du report. Tu repousses. Tu inventes des excuses. Bravo, tu es flexible, mais tu n'avances pas. C'est là que le groupe entre en scène. Et soudain, tu n'es plus seul avec ta paresse. Tu as des partenaires qui t'attendent. Ils savent que tu dois venir. Ils savent que tu dois parler. Et toi, tu sais que si tu ne viens pas, tu passes pour le fainéant officiel. C'est ça, l'avantage du groupe, la responsabilité. Tu ne peux pas disparaître comme un ninja. Tu ne peux pas dire « je suis trop fatigué » et regarder Netflix à la place. Enfin, tu peux, mais ton partenaire va t'envoyer un message. « Hé, on avait rendez-vous. » Et là, tu culpabilises. Mission accomplie. Avec un groupe, l'étude devient un engagement social. Tu ne veux pas décevoir. Tu ne veux pas avoir l'air du paresseux éternel. Alors tu te lèves, tu viens, tu participes. Même quand tu n'en as pas envie, tu finis par le faire. Et devine quoi? Tu progresses. Pas par magie, mais par pression sociale. En solo, personne ne remarque ton absence. Ton cahier ne va pas pleurer.
ton application ne va pas t'envoyer un message triste. Dans un groupe, si tu ne bouges pas, quelqu'un le voit. Tu existes, et donc tu dois agir. Cette petite obligation est puissante. Elle t'empêche de sombrer dans l'oubli. Elle t'oblige à garder le rythme. Même si tu es fatigué, même si tu as envie d'arrêter, tu continues parce que quelqu'un compte sur toi. Ce n'est pas de la magie, c'est juste la honte qui travaille pour toi. Donc oui, le groupe est parfois agaçant. Retard, bavardage, désorganisation. Mais il a une arme secrète, il t'empêche d'abandonner. Et parfois, c'est exactement ce dont tu as besoin. En résumé, le solo t'offre la liberté totale, mais aussi la tentation de tout laisser tomber. Le groupe, lui, enlève un peu ta liberté, mais il t'offre une raison de rester. Le deuxième avantage du travail en solo, après la liberté totale d'organiser ton temps, c'est la concentration. Quand tu es seul, ton espace devient ton terrain de jeu. Pas de bavardages à côté. Pas de distractions imposées par les autres. Seulement toi, ton matériel et ton cerveau. En groupe, tu penses venir pour apprendre. Mais il y a toujours quelqu'un qui arrive en retard, qui raconte sa journée, ou qui transforme l'exercice en discussion sur son chat. Résultat, 10 minutes envolées. Parfois 30. Tu ressors fatigué, mais pas forcément plus intelligent. En solo, chaque minute peut être utile. Tu veux réviser 10 mots nouveaux? Tu le fais. Tu veux revoir une seule règle de grammaire? Tu le fais. Tu peux répéter la même phrase 50 fois si c'est nécessaire. Personne ne soupire. Personne ne t'interrompt. Ton temps est vraiment à toi. La concentration en solo, c'est aussi la possibilité de cibler exactement tes faiblesses. Tu veux travailler uniquement la prononciation? Tu le décides. Tu veux relire 3 fois le même dialogue? Personne ne s'ennuie sauf toi. Mais au moins, tu avances dans ce qui compte vraiment pour toi. En groupe, tu n'as pas ce contrôle. Quelqu'un veut faire du vocabulaire de cuisine, un autre préfère les verbes irréguliers. Toi, tu voulais pratiquer le passé composé. Au final, tu touches un peu à tout et tu ne vas nulle part. En solo, au moins, ta direction est claire, même si elle est parfois monotone. Le silence est un autre allié. Quand il n'y a que toi et tes notes, ton esprit absorbe mieux. Moins de bruit, moins de distraction. Bien sûr, si tu ouvres ton téléphone toutes les 5 minutes, tu brises toi-même ce silence. Mais au moins, l'erreur est à toi seul, pas imposée par les autres. Enfin, la concentration solo enlève la pression sociale. Pas besoin de comparer ton accent avec celui d'un apprenant plus avancé. Pas besoin de te sentir inférieur, parce que quelqu'un connaît déjà 1000 mots de plus. Tu progresses à ton rythme, sans compétition inutile. Voilà donc le deuxième grand avantage du solo, la concentration. Pas de bavardage, pas de perte de temps. Juste toi, tes notes, et un progrès qui, même lent, reste solide et vraiment à toi. Après la concentration en solo, il faut reconnaître un point fort du groupe, la pratique orale. Parce que oui, tu peux répéter tes phrases seul devant ton miroir, mais à la fin, c'est toujours toi qui t'écoutes. Et soyons honnêtes, tu n'es pas l'audience la plus objective du monde.
Avec un groupe ou un partenaire, tu entends enfin une autre voix. Tu découvres un rythme réel, une prononciation plus vivante, des réactions spontanées. C'est brutal parfois, mais c'est réel. Et surtout, tu dois parler, pas seulement lire ou écrire. Ta langue doit travailler pour de vrai. En solo, tu contrôles tout. Mais contrôler ne veut pas dire communiquer. Tu peux avoir appris 1000 mots, mais si tu ne les utilises jamais, ils dorment dans ta tête comme de vieux meubles. En groupe, tu n'as pas le choix. On te pose une question. Tu réponds. Même mal, même avec des trous, mais tu réponds. La pratique orale te pousse hors de ta zone de confort. Tu ne peux pas passer 20 minutes à chercher le mot parfait. Tu dois improviser. Tu dois bricoler une phrase et espérer qu'elle tienne debout. Et c'est justement là que tu progresses. Parler avec de vrais humains t'apprend aussi les petites choses que les livres ne donnent pas. Le ton, les pauses, les gestes. Tu vois qu'un bon dit avec un haussement d'épaule n'a pas le même sens qu'un bon écrit dans ton manuel. C'est la langue vivante, pas la langue empaquetée. Bien sûr, cette pratique orale peut être inconfortable. Tu bégaies, tu cherches tes mots, tu inventes des constructions bizarres. Mais c'est la seule manière d'avancer. Tu ne deviens pas fluide en silence. Et tu ne deviens pas fluide en récitant seul ton vocabulaire. Autre détail. Parler en groupe, mais c'est parfois humiliant. Mais cette petite gêne est utile. Elle t'oblige à écouter plus attentivement. Elle t'oblige à corriger tes erreurs. Elle t'oblige à respirer et à continuer, même quand tu as l'impression de sonner comme un touriste perdu. Bref, la pratique orale est l'arme secrète du groupe. Tu risques l'embarras, mais tu gagnes de l'aisance. Tu perds le contrôle, mais tu gagnes une langue qui sort enfin de ta bouche. Parler en groupe donne de l'aisance. Mais travailler seul construit autre chose, l'autonomie et la discipline. Parce qu'au final, quand personne n'est là pour te rappeler tes devoirs, c'est toi contre toi-même. Et si tu arrives à continuer malgré ça, tu gagnes une force que les applis ne vendent pas. En solo, tu dois décider du contenu, de l'heure, de la durée. Personne ne te tient la main. Personne ne t'envoie un message « Tu viens au cours ?» Si tu travailles, c'est ton mérite. Si tu ne fais rien, c'est aussi ta faute. C'est brutal, mais c'est vrai. Cette autonomie est précieuse. Tu deviens capable de gérer ton apprentissage comme un adulte. Tu ne dépends pas toujours des autres pour avancer. Tu apprends à organiser ton temps, à choisir tes priorités, à corriger tes erreurs. Tu deviens responsable de ton progrès. La discipline, elle, ne vient pas par magie. Il faut t'asseoir, ouvrir ton cahier et résister à la tentation d'aller traîner ailleurs. Ce n'est pas glamour. Mais si tu répètes cette habitude assez de fois, tu crées une vraie endurance. Et cette endurance, tu l'utiliseras dans d'autres domaines de ta vie, pas seulement en français. En groupe, la motivation peut venir des autres. Mais si tu ne fais jamais d'efforts seul, tu restes dépendant. Tu attends toujours que quelqu'un te pousse. En solo, tu apprends à être ton propre moteur. Et parfois, c'est désagréable. Mais c'est aussi ce qui te rend solide. Bien sûr, l'autonomie a un prix. Tu risques de tourner en rond.
Tu risques d'inventer de mauvaises méthodes. Tu risques de répéter les mêmes erreurs, sans jamais les corriger. Mais au moins, tu développes une vraie indépendance. Tu ne restes pas un étudiant passif qui attend qu'on lui serve le français sur un plateau. Un autre avantage. Quand tu deviens autonome, tu n'as pas besoin d'excuses. Tu peux étudier n'importe où, n'importe quand. Tu n'attends personne. Tu n'accuses personne. Tu avances parce que tu as décidé d'avancer. Bref, le solo ne te donne pas seulement des mots et des règles. Il te forge une discipline et une autonomie que peu d'apprenants cultivent. C'est dur, mais c'est une force qui reste, même quand les applis sont fermées et que le groupe a disparu. L'autonomie est une belle chose. Tu deviens responsable, organisé, presque militaire. Mais il y a quelque chose que le solo ne peut pas t'offrir, la culture vivante. Et là, le groupe gagne des points. Quand tu travailles avec d'autres, tu n'apprends pas seulement des mots. Tu apprends la façon de bouger, de rire, de hausser les épaules. Tu entends des phrases qui n'existent dans aucun manuel. Tu découvres que « ça va » peut vouloir dire « oui », « non » ou « arrête de me parler », selon le ton. Les natifs, ou même les apprenants avancés, t'apportent ces petites touches invisibles. Le vocabulaire de la rue, les blagues locales, les expressions absurdes. Ce n'est pas dans ton livre de grammaire, mais c'est ce que les Français utilisent tous les jours. Et toi, seul devant ton cahier, tu ne l'aurais jamais deviné. Un groupe mais, c'est aussi une fenêtre sur la vraie vie. Tu entends des accents différents, tu découvres des habitudes. Parfois, tu apprends que les Français coupent leur pain d'une manière étrange, ou que tel mot est totalement ringard. C'est humiliant, mais au moins tu n'auras pas l'air d'un touriste bloqué dans le passé. Bien sûr, cette exposition culturelle n'est pas toujours élégante. Tu risques d'entendre des gros mots. Tu risques d'apprendre des phrases inutiles, comme « j'ai la flemme » ou « laisse tomber ». Mais paradoxalement, ce sont souvent ces phrases qui te font passer pour un vrai locuteur, pas les conjugaisons parfaites du subjonctif. Travailler en groupe te donne aussi un rythme social. Tu comprends quand on coupe la parole, quand on rit, quand on fait semblant d'écouter. Ce n'est pas de la grammaire, mais c'est du français vivant. Et si tu veux vraiment parler comme eux, il n'y a pas de raccourci, il faut baigner dedans. Le manuel te dit « bonjour égale hello ». Le groupe te montre que « bonjour » peut aussi être dit avec un ton froid, sec ou chaleureux. 3 mondes différents, un seul mot. Voilà la magie de la culture en direct. Bref, l'étude en groupe t'offre une immersion miniature. Ce n'est pas Paris, ce n'est pas Montréal, mais c'est déjà mieux que ton dictionnaire poussiéreux. Avec le groupe, tu ne fais pas que parler français, tu commences à vivre un peu comme un Français. Le groupe apporte de la culture, de la vie, des gestes, des accents. Et le solo, qu'est-ce qu'il t'apporte de négatif? Pas mal de choses, en fait. Parce qu'étudier seul, ce n'est pas seulement liberté et concentration. C'est aussi une petite prison silencieuse. Premier problème, l'isolement. Tu es seul avec ton cahier, ton application, ton dictionnaire. Pas de voix humaine, pas d'énergie extérieure. Parfois, tu as l'impression d'apprendre une langue fantôme. Tu peux réciter 1000 phrases, mais tu n'as personne pour te répondre.
et à force, ta motivation commence à s'évaporer. Deuxième problème, les erreurs invisibles. Quand tu es seul, tu te corriges toi-même et tu te trompes toi-même. Tu prononces un mot de travers et tu crois que c'est juste. Tu inventes une règle bizarre et tu la répètes jusqu'à la fin des temps. Personne ne vient dire « Non, ça ne se dit pas comme ça ». Résultat, tu construis des habitudes fausses et elles deviennent très solides. Troisième problème, la routine ennuyeuse. Tu ouvres ton manuel, tu fais ton exercice, tu relis la même liste de mots. Jour après jour, toujours la même scène. À un moment, même ton cerveau crie « Assez !» La répétition tue l'enthousiasme. Et sans enthousiasme, tu finis par trouver 1000 excuses pour tout arrêter. En plus, le solo n'offre aucune surprise. Tout est prévisible. Ton cahier ne te racontera pas une blague. Ton application ne te fera jamais lever les yeux au ciel. C'est linéaire, plat, mécanique. Utile, oui, mais un peu triste. Le pire, c'est que tu peux croire que tu progresses beaucoup, jusqu'au jour où tu dois parler. Là, la vérité tombe. Ton accent est bancal, tes phrases sont rigides, et ton vocabulaire ressemble à celui d'un manuel des années 80. Merci le solo. Alors oui, le travail seul construit de la discipline, de la concentration et de la liberté. Mais il te donne aussi solitude, erreurs cachées et ennui profond. C'est un peu comme un repas sans sel. Ça nourrit, mais ça manque cruellement de goût. Si le solo peut devenir une prison silencieuse, le groupe, lui, ressemble parfois à un cirque bruyant. Parce que oui, le groupe apporte de la culture, de la pratique orale, de l'énergie. Mais il apporte aussi une belle collection de problèmes. Premier problème, la coordination. Tu veux étudier à 18 heures. L'autre est libre à 20 heures. Un troisième ne peut que le samedi. Résultat, 3 semaines de messages pour trouver une heure. Et souvent, quelqu'un oublie quand même. Tu passes plus de temps à organiser qu'à apprendre. Deuxième problème, les niveaux inégaux. Dans un groupe, il y a toujours un champion et un débutant. Le champion parle sans arrêt, comme s'il préparait un discours. Le débutant se noie, perdu au milieu des mots. Toi, tu es coincé entre les deux, frustré d'avancer trop vite ou trop lentement. Troisième problème, les distractions. Tu voulais pratiquer le futur simple? Mais quelqu'un commence à parler de sa pizza préférée. 10 minutes partant en fumée. Ajoute une blague inutile, une pause café rallongée, et ton heure de français devient une heure de bavardage. Bravo. Quatrième problème, la perte de contrôle. En solo, tu choisis ton rythme, ton sujet, ton objectif. En groupe, ce pouvoir disparaît. Tu voulais travailler la prononciation, mais on t'impose du vocabulaire. Tu voulais réviser le passé composé, mais tu finis à écouter une explication sur le subjonctif. Merci, mais non merci. Cinquième problème, la pression sociale. Tu dois sourire, même quand tu es fatigué. Tu dois participer, même quand tu n'as rien préparé. Tu dois écouter des erreurs qui te donnent envie de hurler, mais tu restes poli. Le groupe est un théâtre et tu es obligé de jouer ton rôle.
Et puis, soyons honnêtes. Parfois, le groupe n'apprend rien. C'est juste un prétexte pour bavarder dans une autre langue. On se sent productif, mais à la fin, le progrès est mince. Bref, le groupe n'est pas la solution magique. Il peut t'offrir de l'énergie, mais aussi te voler ton temps. Il peut t'ouvrir à la culture, mais aussi t'épuiser avec son chaos. C'est la grande ironie. Tu rejoins un groupe pour avancer, et parfois, tu repars en ayant appris seulement un nouveau mot, retard. Après avoir vu les avantages et les inconvénients des deux côtés, il reste une question. Faut-il choisir? Solo ou groupe? La réponse est plus simple que tu ne crois. Tu n'as pas besoin de choisir. Tu peux voler des deux côtés. L'idée est claire. Utilise le solo pour l'input. Input veut dire lire, écouter, absorber. Tu veux travailler ton vocabulaire? Fais-le seul. Tu veux écouter un podcast 3 fois de suite? Parfait en solo. Tu veux lire un texte avec un dictionnaire à la main? Encore mieux seul. Dans ces moments-là, les autres ne servent à rien, sauf à te distraire. Puis, pour l'output, tu passes au groupe. Output veut dire parler, écrire, recevoir du retour. Parce que oui, tu peux écrire seul, mais tu n'as pas toujours les yeux pour voir tes fautes. Et surtout, tu ne peux pas vraiment parler tout seul, à moins de vouloir ressembler à un acteur d'un mauvais film. Avec un groupe, tu forces ta langue à bouger. Tu testes tes phrases. Tu te plantes et quelqu'un te corrige. C'est gênant, mais c'est efficace. Le solo est donc ton terrain d'entraînement secret. Tu accumules de la matière. Tu reportes dans ton coin, tu fais tes listes, tu t'ennuies un peu mais tu construis une base. Et ensuite, le groupe devient ta scène de théâtre. Là, tu testes tout ce que tu as préparé. Tu transformes le stock en action réelle. C'est un équilibre simple. Absorbe seul, utilise en groupe. Lis et écoute quand tu es seul, parle et échange quand tu es avec d'autres. C'est presque logique. Mais beaucoup d'apprenants insistent pour rester uniquement d'un côté, comme s'ils avaient juré fidélité au solo ou au groupe. Résultat, progression lente et frustration. Avec l'approche hybride, tu gagnes les deux mondes. La liberté du solo, l'énergie du groupe. La concentration d'un côté, la pratique vivante de l'autre. Pas besoin de choisir ta souffrance unique, tu les partages équitablement. Bref, la solution hybride n'est pas magique, mais c'est probablement la plus intelligente. Tu travailles trop ton français sans te couper du monde et sans perdre ton temps dans des bavardages stériles. C'est comme manger équilibré, un peu de légumes, un peu de dessert. Solo pour remplir ton cerveau, groupe pour le faire parler. Alors, qui gagne? Solo ou groupe? La vérité est décevante. Aucun. Ce n'est pas un match de boxe. C'est plutôt deux façons différentes de transpirer. Le solo t'apporte liberté, concentration, autonomie. Mais il te donne aussi solitude, erreurs invisibles et routines ennuyeuses. Le groupe t'apporte énergie, pratique orale, culture vivante. Mais il t'offre aussi chaos, retard et discussions sur des pizzas au lieu de grammaire. En réalité,
Le gagnant est celui qui t'aide à continuer. Si tu arrives à rester constant avec le solo, fais du solo. Si tu as besoin d'énergie extérieure pour ne pas abandonner, choisis le groupe. Et si tu veux vraiment jouer malin, mélange les deux. Beaucoup cherchent la méthode parfaite, comme une baguette magique qui donne le français sans effort. Mauvaise nouvelle, ça n'existe pas. La seule magie, c'est la régularité. Alors expérimente. Essaie les deux. Découvre ce qui colle à ta vie, ton caractère, ton emploi du temps. Et surtout, arrête de rêver à la méthode idéale. Apprends, répète, rate, recommence. Voilà la seule vraie recette.